Hello, je suis le professeur Adebola Asangbeme, enseignant des sciences de la vie et de la terre. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau cours de biologie qui s'intitule Comprendre et résoudre tout exercice d'hérédité humaine, communément appelé pédigré. À travers ce cours, nous allons donc vous outiller pour mieux comprendre et mieux analyser les exercices de pédigré qu'on appelle encore arbre généalogique ou bien hérédité humaine. Ce qui fait la particularité de ce cours, c'est qu'il sera accompagné d'exercices d'application. Ce ne sera pas que théorique, mais nous allons appliquer en même temps le cours lorsque nous le faisons. Je vous souhaite donc, ou je vous prie donc de me suivre du début jusqu'à la fin et de laisser un commentaire si vous avez des incompréhensions, ou vous pouvez m'écrire également par mail. Quels sont les objectifs de ce cours? L'objectif visé par le présent cours est de vous doter des outils pour mieux comprendre et bien analyser les exercices de pédigré. Après ce cours, vous serez en mesure de comprendre et de résoudre tous les exercices de pédigré, que ces exercices-là soient des monohybridismes, donc à un seul gène, des dihybridismes comportant 2 gènes, ou trihybridisme ou 3 gènes, en vue d'une préparation pour l'examen du baccalauréat, un concours ou bien tout autre examen ou composition. Voilà le plan que nous allons suivre. En grand 1, nous allons d'abord parler des outils qui nous permettront de comprendre un exercice de pédigré ou le pédigré lui-même en général. Et par la suite, pour finir, je vais dire, nous verrons comment résoudre un exercice de pédigré. Quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour résoudre un exercice de pédigré. Sans plus tarder, nous commençons. Les outils pour comprendre un exercice de pédigré. Faisons d'abord une introduction à l'hérédité humaine. On appelle arbre généalogique, que je vais souligner, on appelle arbre généalogique, et pédigré en anglais, un diagramme illustrant pour un ou plusieurs caractères donnés les relations entre les parents et les enfants d'une génération à une autre. Cela voudra donc dire que lorsque je vais considérer une famille, donc je commence par les grands-parents qui ont donné naissance à leurs enfants, et ces enfants aussi ont donné naissance à d'autres enfants. Donc, dans cette famille-là, nous avons les grands-parents, nous avons les parents et nous avons la descendance de ces parents-là. Lorsque je vais considérer par exemple la couleur du teint que je vais mettre en évidence dans cet arbre généalogique-là, je vais l'appeler, ce diagramme que je vais réaliser, qui va faire part du teint des grands-parents aux enfants en passant par les parents, c'est ce diagramme-là que je vais appeler l'arbre généalogique ou bien le pédigré. Donc la construction de ces pédigrés-là suit des règles conventionnelles assez précises. Donc pour mieux comprendre ces règles-là, nous allons considérer le pédigré de la prochaine diapositive. Voilà ce que c'est qu'un pédigré. C'est ce que je suis en train d'encercler là. Voilà un arbre généalogique
Et c'est ce que nous appelons un pédigré. Alors, lorsque vous observez ce pédigré-là, vous voyez plusieurs symboles, dont notamment un cercle et des carrés. Dans tout pédigré, les cercles représentent les femelles et les carrés représentent les mâles. Donc, lorsque le cercle n'est pas colorié, lorsqu'il ne tient pas compte, lorsqu'il est simplement un cercle pas colorié ni avec des caractères, il représente une femelle normale. Et lorsqu'il est un simple carré, il représente un mâle tout à fait normal. Dans l'exercice d'application numéro 1, on nous demande d'identifier les mâles et les femelles du pédigré. Donc nous allons faire cet exercice-là. Donc nous allons dégager les mâles et les femelles du pédigré. Donc commençons par les mâles. Donc, on nous dit que les mâles sont représentés par le carré. Nous allons donc souligner, encercler plutôt tous les mâles du pédigré. Nous allons le faire par génération. Donc nous allons commencer par la première génération. Dans la première génération, nous avons un seul mâle. C'est l'individu grand 1, 2. Dans la deuxième génération, les mâles sont le grand 2, 2, le grand 2, 4 et le grand 2, 8. Voilà les mâles que nous avons dans la deuxième génération. Lorsque nous passons à la troisième génération, nous avons comme mâle le grand 3, 3 et le grand 3, 5. Nous allons maintenant identifier les femelles du pédigré. Les femelles du pédigré, les voilà. Nous avons dans la première génération le grand 1, 1. Dans la deuxième génération, nous avons grand 2, 1, grand 2, 5 et grand 2, 7. Dans la troisième et dernière génération, les femelles sont grand 3, 1 et 2 et grand 3, 4. Voilà les femelles du pédigré. La deuxième consigne demande de dégager les mâles qui sont normaux et les femelles qui sont normales. Voilà, les mâles normaux du pédigré sont le grand 1, 2. Grand 1, 2 est un mâle normal. Grand 2, 8 aussi est un mâle qui ne présente pas la taille qui est étudiée dans le pédigré. Et nous avons enfin grand 3, 5. Ce sont donc les mâles normaux du pédigré, les mâles normaux du pédigré. Les femelles normales du pédigré, les voilà. Les voici. Nous avons en première position grand 2, 1. Nous avons grand 2, 5. Nous avons grand 2, 7. Et nous avons grand 3, 1 et 2. L'exercice ne l'a pas demandé, mais nous allons nous amuser à identifier les mâles
et les femelles qui présentent la taille étudiée dans ce pédigré. Donc les femelles qui sont atteintes de cette taille-là sont les femelles grand 1 et grand 3, 4. Les mâles qui sont atteints par la taille étudiée dans l'arbre généalogique sont les mâles grand 1, grand 2, 2, grand 2, 4 et grand 3, 3. Voilà, on vient de finir avec cette diapositive. On va passer à la prochaine diapositive pour découvrir d'autres astuces qui nous permettront de mieux comprendre un arbre généalogique. Dans un arbre généalogique, nous n'avons pas que les symboles en cercle et en carré. On a aussi des symboles qui se présentent comme ceci et d'autres qui se présentent comme ceci. Lorsque je considère ce symbole, le symbole représenté par le cercle peint en jaune, il représente une femelle mutante, c'est-à-dire une femelle qui présente le caractère qui est étudié dans le pédigré. Et le symbole représenté par le carré peint en jaune, lui, il représente une femelle mutante, c'est-à-dire qui présente ça représente un mâle mutant. Les carrés représentent les mâles. Donc, à ce niveau, c'est mis femelle, sinon en réalité, c'est mâle, c'est un mâle. Donc, les mâles sont représentés comme ceci en sciences de la vie et de l'intérêt. Voilà, donc, ce symbole-là représente un mâle mutant, c'est-à-dire qui présente le caractère qui est étudié dans le pédigré. Donc, dans l'encadré, on nous informe que dans le présent pédigré, les individus grand 1, 1 et grand 3, 4, donc grand 1, 1 et grand 3, 4 sont les femelles porteuses de la taille mise en évidence par le pédigré. Et les individus grand 2, 2, grand 2, 2, donc grand 2, 2, grand 2, 4, grand 3, 3. Bon, c'est mis grand 3, 4. En réalité, grand 3, 4 ne fait pas partie. Donc, les individus grand 2, 2, grand 2, 4 et grand 3, 3 sont les mâles porteurs de la taille étudiée dans l'arbre généalogique. Nous allons passer à la prochaine diapositive. Nous allons découvrir d'autres astuces ici ou d'autres codes qui nous permettront de décoder les informations d'un arbre généalogique. Le premier, c'est ce symbole-là. Ce symbole-là dans le pédigré, c'est ce que nous avons à ce niveau. Donc un mâle et une femelle qui sont reliés par un trait. Nous l'avons encore à ce niveau. Voilà, donc ce symbole-là représente un mariage entre deux individus. Donc un mariage, une union de deux personnes, donc un sexe mâle et un sexe féminin. Ce symbole-ci, par contre, représente des jumeaux dizygotes
que nous appelons en sciences de la vie et de la terre des faux jumeaux. Donc les faux jumeaux de notre arbre généalogique, les voilà. Nous avons par la suite ce symbole-là qui représente les jumeaux monozygotes, donc les vrais jumeaux. Les vrais jumeaux, voilà le symbole qu'on utilise pour les représenter. Et nous avons enfin un losange. Le losange représente des individus dont le sexe est inconnu. Donc, un individu qui a échappé aux investigations, on n'est pas parvenu à savoir s'il est un mâle ou s'il est une femelle. Mais puisqu'on doit le représenter dans l'arbre généalogique, on le représente, mais sans son sexe. Et pour ce faire, il faut utiliser un losange. L'exercice d'application 2 demande dans le pedigree d'identifier les couples. Donc les couples du pedigree, on les avait déjà identifiés. Les voilà. Donc le couple grand 1, 1 et 2 et le couple grand 2, 4 et 5. On demande par la suite d'identifier les jumeaux du pedigree. Les voilà, nous avons grand 2, 7 et 8 qui sont des faux jumeaux. Et nous avons grand 3, 1 et 2 et qui sont des vrais jumeaux. Nous allons passer à la prochaine diapositive. Ce que nous devons retenir en ce qui concerne les outils qui permettent de mieux comprendre les arbres généalogiques, c'est la suivante. Dans un arbre généalogique, on utilise les cercles. Donc les cercles sont utilisés pour représenter les individus de sexe féminin. Les carrés sont utilisés pour les individus de sexe masculin. Les conjoints sont unis par un trait horizontal qui est relié à leurs enfants par un trait vertical. Donc si ce couple a des enfants, ces enfants-là seront reliés à leurs parents par un trait vertical. Les conjoints apparentés, comme les cousins germains, sont unis par 2 traits. Donc si ce monsieur-là, je devais le relier avec un cousin germain, j'allais le représenter par 2 traits. Donc les enfants qui sont issus des mêmes parents sont reliés par un trait horizontal. Donc je vais représenter à ce couple 3 enfants, une femelle, un mâle et une autre femelle. Voilà. Donc ces 3 enfants-là sont reliés par un trait horizontal. Voilà le trait que je viens d'encercler. Je vais le faire avec la couleur jaune. Voilà le trait horizontal qui relie tous les enfants et le trait vertical qui les relie à leurs parents. Donc ces derniers sont disposés de la gauche vers la droite. On veut parler des enfants. Les enfants sont reliés de la gauche vers la droite dans l'ordre de naissance et sont numérotés en chiffres arabes. Donc en 1, en 2, en 3. Alors que les générations sont numérotées avec des chiffres romains. Donc la génération des parents des enfants 1, 2 et 3 sera baptisée grand 1
et la génération des enfants sera nommée grand 2. Si le sexe d'un individu est inconnu, il est représenté par un losange. Voilà, ça c'est une première information que nous devons retenir. Je vais donc effacer mes représentations. Et continuer. Les individus présentant le phénotype ou le caractère étudié sont figurés en plein, que ce soit un carré ou bien un cercle, contrairement à ceux qui ne le présentent pas. Un individu connu pour être hétérozygote, porteur d'un allèle récessif, par exemple celui qui est impliqué dans le caractère étudié si celui-ci est récessif, sera désigné par la présence d'un point au centre du cercle ou bien d'un carré. Une diagonale barrant le cercle ou le carré, c'est mis là, c'est le carré, indique un individu décédé dont on ignore le phénotype. Les jumeaux sont indiqués par deux traits les rejoignant en diagonale depuis le trait horizontal de la fratrie. Et pour les vrais jumeaux, c'est-à-dire les jumeaux monozygotes, un petit trait horizontal unit les deux traits en diagonale. Et ce trait-là est absent pour les faux jumeaux. Voilà, nous allons continuer. On va maintenant faire un exercice d'application. L'exercice d'application porte sur le daltonisme, qui est une affection héréditaire qui se manifeste par une vision anormale des couleurs. En particulier, les individus atteints de cette maladie-là ne parviennent pas à distinguer le rouge du vert. Et le gène responsable de cette affection est porté par le chromosome X et se manifeste à l'état récessif. Ça, c'est juste une information que je vous ai donnée par rapport au daltonisme. En 1777, un certain Scott écrivait « Je ne distingue aucun vert au monde ». C'est Scott qui s'exprime, c'est lui qui parle. Il dit qu'il ne distingue aucun vert au monde. Un rose et un bleu pâle sont identiques à mes yeux et je ne les reconnais pas l'un de l'autre. Un rouge ou un vert foncé me paraissent semblables et je les ai souvent trouvés parfaitement assortis. Je distingue bien les jaunes, qu'ils soient clairs, foncés ou moyens, et toutes les nuances du bleu, sauf le bleu ciel. Il continue en disant qu'il s'agit d'un défaut de famille. Mon père éprouve exactement le même inconvénient. Ma mère et une de mes sœurs distinguaient parfaitement les couleurs. Mon autre sœur Cécile et moi avons l'anomalie. Cette dernière sœur a 2 fils, tous les 2 atteints. Mais elle a une fille tout à fait normale. J'ai un fils et une fille qui reconnaissent toutes les couleurs sans exception, comme le faisait leur mère. Le propre frère de ma mère avait le même trouble que moi, tandis que ma mère, ainsi que je l'ai dit plus haut, c'est un test que nous avons retrouvé dans l'introduction à l'éthique humaine de L.S. Penrose.
La question c'est la suivante. Établissez l'arbre généalogique de la famille de Scott en utilisant les symboles conventionnels fournis ci-avant. Donc les symboles que vous avez fournis dans les diapositives passées, vous allez utiliser ces symboles-là pour établir l'arbre généalogique de M. Scott. Si vous réalisez l'arbre généalogique, vous aurez certainement quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà, ça c'est l'arbre généalogique de Scott. Et vous avez Scott à ce niveau. Vous avez Scott ici. Et vous avez sa sœur Cécile. Donc vous pouvez vous baser sur Scott et sa sœur pour identifier tous les autres membres de la famille. Nous venons à présent de finir avec la première partie. Nous allons aborder la deuxième partie, comment résoudre un exercice de pedigree. Méthode d'étude d'un exercice de pedigree. La résolution d'un exercice de pedigree se fait suivant 5 points. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas encore fait, je voudrais vous prier d'aimer la publication, de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Donc, la résolution d'un exercice de pedigree se fait suivant 5 points. Le premier point, c'est l'identification du ou des gènes ainsi que de leurs allèles. Les gènes qui sont bien entendu impliqués dans l'arbre généalogique que vous étudiez. Donc, vous devez commencer par identifier et numéroter le nombre de gènes et d'allèles impliqués dans l'arbre généalogique de l'exercice. Très souvent, un caractère est égal à un gène. Donc, si on vous dit qu'un seul caractère est étudié, c'est que c'est un gène qui est étudié. Et ce gène-là possède généralement 2 allèles. Donc, un allèle normal et un allèle morbide. Mais le gène du groupe sanguin, lui, il possède 3 allèles. Donc, les allèles A, B et O. On va faire une petite application et essayer d'identifier les gènes et les allèles d'un arbre généalogique. La transmission du couleur du caractère cheveux roux a été observée dans une famille dont l'arbre généalogique est représenté ci-dessous. Voilà donc l'arbre généalogique. Voilà l'arbre généalogique. Nous allons essayer d'identifier les gènes et les allèles qui sont impliqués dans la transmission du caractère dans l'exercice. Voilà la réponse. Donc j'ai commencé par poser le problème de l'exercice. Comment s'explique le mécanisme de transmission du caractère cheveux roux? La réponse est qu'un seul gène est impliqué dans la transmission du caractère cheveux roux. Et ce gène-là possède un allèle normal et un autre allèle qui est morbide. Et lorsque vous considérez l'arbre généalogique, les individus que je suis en train d'encercler, ce sont des individus qui ont le caractère cheveux roux. Ceux qui sont représentés par le carré peint en noir sont des garçons roux et
les personnes représentées par le cercle peint en noir sont les filles rousses. Donc, dans un exercice de pédigré, la première des choses que vous devez faire, c'est identifier le ou bien les gènes qui sont impliqués ainsi que leurs allèles. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est déterminer le mode de transmission. Le mode de transmission, quel que c'est, ça consiste tout simplement à déterminer si la transmission de la taille étudiée dans le pédigré est dominante ou récessive. Il s'agit de déterminer si la transmission de la taille étudiée dans le pédigré est dominante ou récessive. Et dans ce cas, on distingue deux cas. Un premier cas de récessivité et un deuxième cas de dominance. Dans quel cas dirons-nous que la maladie se transmet de façon dominante? Et dans quel cas dirons-nous que la maladie se transmet de façon récessive? Dans le cas de la récessivité, une maladie est dite récessive lorsqu'un couple apparemment sain donne naissance à un ou à des enfants malades. Lorsque vous considérez un pédigré et vous voyez que des parents qui sont sains donnent naissance à des enfants qui sont malades, vous pouvez dire que la maladie est récessive. Lorsque la maladie n'apparaît pas dans toutes les générations, vous pouvez aussi dire que la maladie là ou bien la taille qui est étudiée dans le pédigré est récessive. Maintenant, une maladie est dite dominante lorsqu'un enfant malade a au moins un de ses parents malades. Deuxièmement, lorsque la maladie apparaît dans toutes les générations. Et tertiaire, lorsqu'un couple sain a une descendance saine. Voilà donc les critères sur lesquels vous devez vous baser pour déterminer le mode de transmission. Donc vous devez vérifier ces critères-là au niveau de la récessivité et au niveau de la dominance pour tirer une conclusion. Soit la maladie est récessive, soit la maladie est dominante. Donc après avoir identifié les gènes ainsi que leurs allèles, vous devez pour chaque gène identifier le mode de transmission. Après cela, vous passez à l'étape 3. Mais avant de passer à l'étape 3, nous allons faire un petit exercice d'application. Nous considérons toujours la transmission du caractère cheveux roux dans l'arbre généalogique. Mais la consigne sera cette fois-ci de déterminer le mode de transmission. Je vais donc rappeler le problème que pose l'exercice et maintenant répondre à la consigne. Concernant le mode de transmission, les parents 7 et 8, donc je vais parler des parents 7 et 8 que je viens d'encercler, sont des parents apparemment sains et ils ont donné naissance à la fille 14 qui est une fille rousse. Donc les parents ne sont pas des roux, mais ont donné naissance, ne sont pas pourvus, n'ont pas les cheveux roux, mais ont donné naissance à une fille rousse. Cela voudra donc tout simplement dire que le gène qui est responsable du caractère cheveux roux est récessif et donc se retrouve chez les parents mais à l'état caché. Et on peut se permettre de nommer l'allèle normal grand R et l'allèle morbide petit r. Puisque la maladie est récessive, nous allons baptiser ça avec une petite lettre, petit r, et le caractère normal, donc les personnes qui ne présenteront pas
le caractère cheveux roux, nous allons les représenter avec grand R. Nous allons passer maintenant à la troisième étape de résolution d'un exercice de Pedigree. La troisième étape, c'est la détermination de la localisation chromosomique. La localisation chromosomique permet de savoir si le gène étudié ou les gènes étudiés sont portés par un gonosome. Et ce gonosome-là peut être X ou bien Y, ou de savoir si le gène étudié là est porté par un autosome. Le gène peut être soit gonosomal ou autosomal. Alors là, comment procéder? Nous avons deux cas ici. Le cas où la maladie est dominante et le cas où la maladie serait récessive. Nous allons donc considérer le premier cas où la maladie est dominante. Lorsque la maladie est dominante, elle peut être gonosomale ou bien autosomale. Donc quand c'est gonosomal, c'est que ça peut être lié à X ou bien à Y. On va vérifier chaque cas. Pour vérifier la liaison à Y, c'est que vous devez vérifier si c'est uniquement les garçons qui sont malades dans l'âme généalogique. Et pour cela, vous pouvez considérer soit une fille malade, soit un garçon sain dont le père est malade, ou bien un garçon malade dont le père est sain, pour pouvoir refuter l'hypothèse selon laquelle la maladie serait liée à Y. Dans le cas où la maladie est dominante mais liée à X, c'est que tout père malade doit obligatoirement avoir toutes ses filles malades. Et tout garçon malade doit nécessairement avoir sa mère malade. Donc tout père malade a ses filles malades et tout garçon malade doit avoir sa mère malade. Donc lorsque la maladie est dominante, on quitte les garçons vers les femelles. Si la liaison est faite avec le gonosome X, donc tout père malade doit avoir sa fille malade et tout garçon malade doit avoir sa mère malade. Dans le cas où la maladie est récessive, bon, un instant, j'ai oublié quelque chose sur la diapositive passée. C'est que lorsque vous vérifiez la liaison avec le gonosome X et le gonosome Y, et la maladie n'est ni liée à X ni liée à Y, vous pouvez dire que la maladie est autosomale. C'est ce qui est dit dans l'encadré ici. Lorsque la liaison à X et à Y ne sont pas vérifiées, alors le gène responsable de la maladie est autosomal. Passons maintenant au cas où la maladie est récessive. Lorsque la maladie est récessive, elle peut être liée à X ou bien à Y. Quand c'est lié à Y, seuls les garçons sont malades. Vous pouvez considérer soit une fille malade, soit un garçon sain dont le père est malade, ou bien un garçon malade dont le père est sain pour réfuter l'hypothèse. Lorsque la liaison est faite avec le gonosome X, dans le cas de récessivité, c'est que toute mère malade doit avoir tous ses garçons malades. Et toute fille malade doit avoir nécessairement son père malade. Donc lorsque la maladie est récessive, on quitte les femelles vers les mâles.
lorsque la liaison est faite avec X. Donc, toute mère malade doit avoir son garçon malade ou ses garçons malades, et toute fille malade doit pouvoir avoir son père malade. Lorsque la liaison à Y et à X ne sont pas vérifiées, alors le gène responsable de la maladie est autosomal. Le gène responsable de la maladie est autosomal lorsque ce n'est ni lié à X ni lié à Y. Donc c'est ce qu'il faut faire en troisième position. En troisième position, vous devez déterminer la localisation chromosomique et voilà comment il faut procéder. Après cela, nous allons passer à la quatrième étape, mais avant ça, nous allons faire une remarque et un petit exercice d'application. On considère toujours la transmission du caractère cheveux roux dans l'arbre généalogique et on nous demande de déterminer la localisation du gène. Quelle est donc la localisation du gène? Nous savons ici que la maladie est récessive. La maladie est récessive, nous savons déjà ça. Donc nous sommes dans le deuxième cas. Nous sommes dans ce cas-ci, cas de récessivité. On va donc vérifier ces deux hypothèses-là. Et dans le cas où ces deux hypothèses-là ne se vérifieraient pas, on va conclure que la maladie est autosomale. Donc, on considère donc que le gène soit porté par un gonosome. S'il est porté par Y, c'est qu'aucune fille du pédigré ne serait malade, ce qui n'est pas le cas dans notre pédigré ici. Donc, puisque nous avons par exemple la fille 5 qui est malade, nous avons la fille 14 également qui est porteuse du caractère cheveux roux. Ce qui voudra donc dire que le gène n'est pas porté par le gonosome Y. Si ce gène-là était porté par X, c'est que la mère 5 malade, cette mère-là qui est malade, devrait avoir son fils 13 malade. On a dit que lorsque la maladie est récessive, qu'on quitte les individus de sexe femelle vers les individus de sexe mâle. Donc, toute mère malade devrait avoir son garçon malade ou ses garçons malades, et toute fille malade devrait avoir son père malade. Donc, si le gène était porté par X, la mère 5 malade devrait avoir son garçon 13 malade. Et la fille 14 malade, cette fille, la 14 qui est malade ici, je vais la souligner au rouge, cette fille 14 malade devrait avoir son père 8 malade, ce qui n'est pas le cas ici. Donc le gène n'est pas porté par Y, ce n'est pas porté par X. Cela voudra donc dire que le gène est autosomal. Voilà, le gène n'étant ni porté par Y ni par X, il est donc autosomal. Remarque très importante d'ailleurs. Lorsqu'il y a autant de filles que de garçons malades dans le pédigré, le gène qui gouverne la maladie est dit autosomal. Donc, lorsque dans un pédigré, il y a autant de filles que de garçons malades, vous pouvez tirer la conclusion au niveau de la localisation chromosomique et que la maladie est autosomale. Lorsque, dans un pédigré, la maladie est réduite aux garçons,
le gène responsable de cette maladie-là est gonosomal. Et vous irez vérifier maintenant si c'est porté par X ou si c'est porté par Y. Troisième remarque, si tout père malade n'a pas tous ses garçons malades et tout garçon malade n'a pas son père malade, alors le gène là est porté par X. Ce sont des remarques assez importantes que j'ai jugé partager avec vous. Après avoir déterminé la localisation chromosomique, vous devez passer à la quatrième étape de résolution d'un exercice de Pedigree. À cette étape-là, vous devez déterminer le mode de ségrégation. Le mode de ségrégation. Vous devez vous intéresser au mode de ségrégation si au moins 2 gènes sont impliqués dans le pédigré. Vous devez déterminer le mode de ségrégation lorsque au moins 2 gènes sont impliqués dans le pédigré. Si 2 gènes ne sont pas impliqués dans le pédigré, alors là, vous ne devez pas déterminer le mode de ségrégation. Lorsque 2 gènes au moins sont impliqués dans le pédigré, vous devez chercher à connaître le lien qui existe entre ces 2 gènes, c'est-à-dire vérifier si ces gènes-là sont indépendants ou s'ils sont liés. S'ils se retrouvent sur le même chromosome ou s'ils se retrouvent sur des chromosomes différents. S'ils se retrouvent sur le même chromosome, c'est qu'ils sont liés. Et dans le cas où ils sont liés, est-ce que la liaison est partielle ou bien absolue? Vous devez vérifier ça aussi. On va dire que les 2 gènes sont indépendants lorsqu'ils sont localisés sur des chromosomes différents. Je viens de le dire. Et après ça, vous devez passer à la 5e étape qui est la vérification. On vérifie le pédigré en établissant l'échiquier de fécondation. Pour ce faire, vous considérez un couple, vous écrivez leur génotype, vous écrivez leur phénotype, vous établissez par la suite leur génotype, vous déterminez les gamètes qui sont issus des génotypes précédemment établis et vous mettez maintenant les gamètes issus de ces génotypes-là dans un tableau. Pour faire la vérification, je reprends, vous considérez un couple, vous écrivez pour ce couple-là le phénotype, ensuite vous établissez les génotypes pour chaque individu de couple, vous libérez les gamètes de ces génotypes-là et ces gamètes-là, vous les inscrivez dans un tableau. On va faire un exercice d'application. En considérant l'arbre généalogique de la transmission du caractère cheveux roux, donc cet arbre généalogique-là, on considère cet arbre généalogique. Bon, voilà, c'est plus clair ici. On considère cet arbre généalogique. Donc pour l'arbre généalogique, là, nous allons faire la vérification. Nous avons considéré les parents 7 et 8. Donc, les parents 7 et 8. Et remarquez avec moi que les 2 parents là sont sains et c'est leur fille 14 qui est indisposée. Donc, pas indisposée, porteuse du caractère cheveux roux. Donc, c'est une fille rousse. Nous allons donc considérer les parents 7 et 8 pour lesquels nous allons écrire les phénotypes. 7, c'est une femelle. Voilà le symbole pour représenter les femelles. 8, c'est un mâle. Voilà le symbole pour représenter les mâles. Et on avait précédemment dit que nous allons considérer la lettre majuscule
pour les individus non roux. Voilà pourquoi le phénotype, c'est grand R que je mets dans un crochet pour les deux parents. Le génotype des deux parents, c'est grand R sur petit r et grand R sur petit r, puisque ces deux parents-là sont hétérozygotes. Voilà pourquoi, dans leur descendance, le caractère récessif s'est révélé. Donc, en tenant compte de ces génotypes-là, nous pouvons libérer deux gamètes. Donc, un demi de grand R et un demi de petit r. Nous allons faire pareil pour le génotype de monsieur, un demi de grand R et un demi de petit r. Nous allons maintenant inscrire tous ces quatre gamètes-là dans un tableau d'échiquier en mettant les mâles à ce niveau et les femelles de ce côté. Donc un demi de grand R pour monsieur, un demi de petit r pour monsieur, un demi de grand R pour madame et un demi de grand R pour un demi de petit r pour madame. Et nous allons maintenant faire la multiplication. Un demi de grand R fois un demi de grand R, ça fait un quart de grand R sur grand R, ce qui correspond au phénotype grand R. On fait un demi de petit r fois un demi de grand R, ça fait un quart de grand R sur petit r, avec le phénotype grand R. Grand R domine. On fait un demi de grand R fois un demi de petit r, ça fait un quart de grand R sur petit r avec le phénotype grand R. Et enfin, un demi de petit r multiplié par un demi de petit r, ça fait un quart de petit r sur petit r avec le phénotype petit r. On va maintenant faire la somme. Lorsque je fais la somme des grands R, nous aurons un quart plus un quart plus un quart, ce qui fait 3 quarts de grand R. Et il ne reste que un quart plutôt de petit r. Voilà donc le bilan phénotypique. 3 quarts de grand R et un quart de petit r. On va se permettre maintenant de faire une petite conclusion. En somme, le caractère cheveux roux que nous avons étudié à travers l'exercice d'application est gouverné par un gène récessif et par un autosome. Nous n'avons pas fait le mode de ségrégation ici parce que c'est un seul gène qui est impliqué dans l'arbre généalogique. En résumé, la résolution d'un exercice de pedigree se fait en 5 étapes. L'identification des gènes et des allèles, la transmission, la détermination du mode de transmission, la détermination de la localisation chromosomique, la détermination du mode de ségrégation si 2 gènes au moins sont impliqués dans le pedigree, et enfin la vérification. Nous sommes à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué comment vous devez comprendre et résoudre les exercices de pedigree. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de poser des questions en commentaire ou bien de m'envoyer un mail. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook en recherchant le pseudo prof Adebola. C'était le professeur Adebola dans la compréhension et la résolution des exercices d'hérédité humaine.
Ciao.